Bonjour, bienvenue tous à cette seconde séance du cycle de la visuelle du département humanisme numérique au Collège de Bernardin. Euh, voilà, aujourd'hui, on a Jacopo Bodini, qui est docteur de recherche en philosophie et c'est un chercheur postdoctoral auprès de l'Université Jean Moulin Lyon 3 et collabore avec notre département au Collège de Bernardin. Ces recherches qui ont été développées dans sa thèse et dans plusieurs plusieurs articles scientifiques portent sur l'esthétique des médias, la philosophie de la technologie et la philosophie des émotions. Et ils vont explorer de manière transdisciplinaire les relations contemporaines entre les écrans, tant de l'écran du cinéma à l'écran du smartphone. Et ils vont travailler aussi sur les désirs et les affects. L'intérêt le plus récent, et vous pourrez l'écouter aujourd'hui, se concentre sur la dimension sonore de nos expériences numériques. Et il y a deux focus principaux, la voix et l'immersivité. Donc, vous allez entendre Jacopo Bodini et on fera les débats ensuite avec lui. Et à nouveau, bienvenue à cette seconde séance du séminaire Au-delà du visuel. Jacopo, c'est à toi. Merci beaucoup Gemma, merci Antonio et merci Alessandro pour m'avoir invité à parler dans ces séminaires. Et je suis très content de suivre votre présentation inaugurale qui était très riche et qui nous a laissé beaucoup de questions à discuter. Et moi, comme vous pouvez voir, déjà à partir du titre de ma présentation, j'ai pris à la lettre, disons, le titre du séminaire et j'ai cherché de me situer au-delà du visuel, allant à explorer une dimension qui est encore peu explorée, si l'on veut, dans les études qui concernent les expériences du numérique. Bien évidemment, les sons et donc toute la dimension acoustique et sonore est une dimension qui est largement étudiée par des spécialistes de ces disciplines et qui maintenant sont devenus aussi, disons, plus hybrides et ont constitué ce qu'on appelle les sound studies qui correspondent d'une certaine manière à un équivalent, un analogue des visual studies. Donc, je ne suis pas en train de dire que cette question n'est pas étudiée, bien évidemment, mais la question à laquelle je m'intéresse particulièrement dans cette intervention d'aujourd'hui est les rapports entre les visuels et son au-delà, entendu comme justement dimension sonore. Et je le ferai en particulier à partir des expériences numériques, parce que je crois que les expériences numériques qu'on fait aujourd'hui voient toujours plus croire une dimension qui est celle sonore, qui est celle acoustique, qui n'est pas assez prise en considération par ceux qui s'occupent de les étudier, parce que souvent, disons, ils font plutôt référence à celle qui est la culture visuelle. Et, donc, je dirais qu'il y a une véritable tendance à interpréter les expériences numériques à partir de la culture visuelle. Et une des raisons, ce n'est pas forcément la seule, est évidemment que l'écran est l'appareil, donc le device au sens anglais, l'objet technologique, l'interface, les médiums et aussi les dispositifs dans un sens Foucaultien et donc dans un sens plus large, privilégiés concernant nos expériences numériques. Nos expériences numériques passent la plupart par l'écran. Et même celles qui ne passent pas forcément par l'écran ont toujours nécessité de renvoyer soit à un écran comme interface de backup, je pense par exemple aux interactions sonores directement qu'on peut avoir avec des intelligences artificielles ou de voix comme Siri par exemple, ou de l'autre côté, elles sont
des technologies comme, je pense, aux technologies pour la réalité virtuelle ou augmentée ou mixte, qui ont quand même une composante visuelle très forte et très marquée. Alors, mais en général, on peut dire que l'écran est l'appareil, l'interface, les médiums et les dispositifs privilégiés pour les expériences numériques. Et à ce privilège de l'écran est associé par les études qui s'occupent d'écran, dans ce qu'on appelle les screen studies, un privilège de la vision. Un privilège de la vision que fait dire, par exemple, Mauro Carbone, qui est ici avec nous aujourd'hui, que les screen studies ont une approche qui est éminemment et de manière, disons, comme une réduction de ce qui sont les potentialités, les possibilités et les dimensions de l'expérience écranique, ont une approche qui est éminemment imagocentrique. Ou on pourrait dire, de manière peut-être plus large, visiocentrique. Et donc, comme par exemple, Casetti aussi les remarque, une approche qui est dominée par une conception optique de l'écran. Je ne vais pas beaucoup m'arrêter sur ces points parce que, disons que la base partagée de nos études sur les écrans, on voit que les écrans sont souvent associés justement à cette dimension visuelle. Il y a bien sûr des exceptions que j'ai pris comme inspiration pour cette intervention d'aujourd'hui. Il y a par exemple l'approche spatiale qui est avancée par Casetti avec Buckley et Camp dans un livre collectif récent. Il y a une approche tactile qui est plutôt avancée par Mark Hansen, plutôt dans un sens général en se référant aux technologies numériques, ou par Gallese et Guerra dans un rapport direct, disons, avec l'écran, où il y a une approche, disons, plus vaste qui se dirige vers les expériences écraniques. Et donc, est à partir de cette dimension de l'expérience que je veux, et c'est, pardon, je le sais tellement bien que j'oublie de le dire, c'est une approche qui a été développée par Mauro Carbone. Et c'est à partir de cette dernière approche que je chercherai à explorer une dimension, qui est la dimension sonore, et qui est une dimension des expériences écraniques qui me semble être souvent oubliée par les études sur les écrans d'un côté et plus en général, comme je disais, par les études sur les technologies numériques. En les faisant, en même temps, je veux faire une prémisse, je veux éviter d'utiliser une sorte de fracture, telle que Stern appelle the Great Divide, la grande fracture entre la dimension visuelle et la dimension orale, sonore, acoustique. On trouve plein d'exemples de cette fracture qui tendent à opposer de manière presque dialectique ces deux sens, et à partir de ça, construire toute une rhétorique qui se base sur une opposition et une exclusion mutuelle, on pourrait dire. Alors, exemple de signification que cette grande fracture prend, on associe la vision à ce qui est extérieur, à ce qui est intellect, à ce qui est objectif, et on associe par contre l'ouïe à ce qui est intérieur, à ce qui affecte, et donc plutôt que rationnel et émotionnel, et à ce qui est subjectif au lieu que objectif. Ceux qui ont argumenté contre une telle fracture, vous voyez ici, j'ai mis le nom de Smith et de Stern avec ceux de texte Sensing the Past and the Audible Past, l'ont fait en s'opposant un peu à celle qui était la position, après c'est peut-être une simplification évidemment de celle qui était la position de McLuhan et de Hong dans ces deux textes qui ont fondé bien évidemment les études des médias, dans laquelle on trouvait une sorte de dialectique entre œil et oreille, entre vision et parole, une dialectique qui s'est déployée long, disons, deux axes. D'un côté, un axe historique, donc il y a des périodes de l'humanité où un tel sens était prédominant, il y en a d'autres où la chose change, mais aussi de manière géographique, donc l'Occident, souvent associé avec la vision, l'Orient, souvent associé avec l'oralité.
Et la tentative que je vais faire aujourd'hui d'approcher la dimension sonore par rapport aux expériences numériques et aux études visuelles veut sortir d'un tel dualisme, je dirais, d'une telle fracture, parce que le risque, pour le dire avec les mots de Stern que vous trouvez ici, est que l'histoire devient quelque chose qui se passe entre les sens et donc comme si on arrivait à interpréter l'histoire comme quelque chose qui change radicalement lorsqu'on change le paradigme sensoriel à travers lequel on va la lire. Et par contre, ici, il est plutôt le cas de aller explorer les rapports entre les sens qui sont toujours à l'œuvre ensemble dans l'histoire. Mais des rapports entre les sens qui, bien évidemment, ne suppose pas une parité, une égalité, un équilibre, mais bien évidemment des rapports de force qu'on cherchera et des rapports, disons, des économies secrètes qu'on cherchera à expliciter. Et, alors, pour développer une approche alternative à ce thème, j'ai pensé de remonter à ce que Michel Chion appelle l'audiovision. Parce que l'audiovision, il s'agit d'un livre important qui résume un peu les études de Chion sur les sonores au cinéma. Et dans ce livre, Chion développe, en parlant de cinéma, une approche qui est alternative par rapport à ce dualisme vision et son, image, son, musique, parole, mais cherche à les voir ensemble, combinés. Et alors, ma proposition initiale est de partir d'ici pour essayer d'extraire de ce livre quelques éléments qui pourra nous être utiles et pratiques pour après explorer les expériences numériques à partir de cette approche qui est audiovisuelle, qui n'est pas simplement sonore ou visuelle. Chion est aussi très clair à décrire ce qui se passe. Vous le lisez, jusqu'ici, les théories du cinéma dans l'ensemble ont plus ou moins éludé la question du son, soit en faisant l'impasse à son propos, soit en les traitant comme un domaine réservé et mineur. Pourtant, les films, la télévision et les médias audiovisuels, et ici, je situerai aussi, bien évidemment, les médias numériques, en général, ne s'adressent pas seulement à l'œil, ils suscitent chez leurs spectateurs, leurs audiospectateurs. Là, c'est une catégorie qu'on pourra essayer de récupérer quand on parle d'usagers aujourd'hui, usagers spectateurs et aussi usagers audio-spectateurs. Il suscite chez lui une attitude, ou elle, une attitude perceptive spécifique que nous proposons d'appeler l'audiovision. J'arrive pas à lire parce que Zoom est devant dans cet ouvrage, l'audiovision. Voilà, donc très clair pour ce qu'on entend comme audiovision et pourquoi il y a la nécessité d'aller explorer cette dimension qui est là, mais qui est souvent négligée. Il y a des éléments fondamentaux de l'audiovision que j'ai cherché à résumer ici. Le premier élément, le plus important, à mon avis, est l'influence réciproque. Dans la combinaison audiovisuelle, une perception influence l'autre et la transforme. On ne voit pas la même chose quand on l'entend. On n'entend pas la même chose quand on voit. Donc, on voit ici qu'on ne peut pas séparer ces deux dimensions. Les deux dimensions sont ensemble dans un rapport d'entrelac, dans un rapport, bien évidemment, aussi de force, mais l'une influence l'autre et on ne peut pas les séparer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste parce que je ne voudrais pas donner l'impression de développer une intervention pour le sonore contre le visuel ou de me situer dans un dualisme. Là est vraiment une situation qui sort de tout dualisme. Et on verra que cette tendance à sortir du dualisme sera le centre lui-même de mon intervention d'aujourd'hui. Donc, influence réciproque. Un deuxième point qui est fondamental, qui est important et intéressant à étudier, c'est celui de la valeur ajoutée. Il y a une valeur dans les sons qui enrichit une image et quand on voit l'image, on a l'impression que cette valeur, cette information que les sons ajoutent par rapport à l'image, appartiennent qu'à l'image. Donc, il y a une valeur ajoutée qui, d'une certaine manière, est inconsciente. Elle n'est pas déclarée. Et la chose qui m'intéresse
Le plus est que finalement, toute la culture visuelle est partie d'un geste similaire qui était celui de libérer les images de la valeur ajoutée que la parole, que l'écrit, que le langage donnait aux images. Donc, passer d'une société qui avait dans le texte écrit, qui avait dans les langages, disons, le point par lequel tout devait passer, et libérer par contre l'image qui prenait toujours plus de corps et d'importance, avait justement ce sens, cette signification. La culture visuelle a cherché à mettre en évidence la valeur ajoutée qu'il y avait dans l'image. Et on peut dire que la culture visuelle a un peu, en partie, pas toute bien évidemment, mais il y a eu une tendance par contre à faire la même chose par rapport au son, donc à la dimension sonore qui a été progressivement oubliée et traitée comme une valeur ajoutée par rapport à l'image. Donc, notre exercice aujourd'hui sera aussi celui de sortir de cette valeur ajoutée. Il y a dans le son du cinéma et plus en général des médias audiovisuels un vococentrisme, donc la voix a toujours plus d'importance dans tous les restes. C'est là à niveau aussi technique dans les mixages, on a toujours la voix qui est en premier plan. Et cet vococentrisme peut être interprété comme symptôme d'un plus général logocentrisme. Donc voilà, encore les langages qui est prédominant même dans une situation audiovisuelle. Ça, c'est une autre chose sur laquelle on pourra réfléchir. Une autre chose qu'on doit prendre en considération est l'effet de la musique. La musique peut intervenir en dialoguant avec les images, avec, on dit, des effets empathiques, donc en allant vers les images ou en empathique. Ici, il s'agit du rapport entre image et son qu'on questionnera encore plus tard. Question très importante. Les sons temporalisent l'image. Il y a 3 typologies de temporisation de l'image. D'un côté, la plus simple, les sons donnent un rythme à l'image, lui donnent un temps, le fait développer. Et ça, on le voit de manière, je ne vais pas rentrer dans cette question, mais si on fait une confrontation entre les cinémas muets et les cinémas parlants, on voit bien évidemment la différence et c'est dont on parle. Après, une autre manière de donner les tons à l'image est celui de lui donner une continuité et donc une durée qui va aussi au-delà du photogramme, qui va au-delà du plan et donc qui va inévitablement à toucher la dimension du montage. Alors là, par exemple, très vite, je dirais que il me semble que ce n'est pas un hasard si Bergson ne reconnaissait pas dans l'image cinématographique dont il avait fait expérience, qui était celle du cinéma muet, une continuité, une durée, mais, et donc il y avait une fausse représentation du mouvement, mais Deleuze, par exemple, ou Sartre utilisent justement la catégorie de durée chez Bergson pour lire l'image cinématographique qui n'est pas la même image cinématographique de Bergson, pas forcément, et une image à laquelle les sons y est ajouté comme valeur ajoutée. Et donc, les sons n'est pas questionné, mais mon hypothèse serait que c'est justement la dimension sonore qui permet d'y voir dedans cette continuité, cette durée que Bergson n'arrivait pas à avoir. Mais il y a aussi un autre type de temporalité qui vectorialise l'image et donc ouvre l'image à d'autres temps à venir qui arrivent après. Et donc, il y a encore ici des montages et bien évidemment amplifiés dans sa puissance grâce au son. Et dans cette création d'un temps à venir, dérive aussi la création d'une attente, ce qui ouvre bien évidemment à la question du désir, ce que je attends arriver, ou des émotions plus en général. On pense à la peur, par exemple, dans les films horreur et l'effet de suspense. Et enfin, la présence de l'image et du son dans l'audiovisuel n'est pas parallèle. C'est ce qu'on disait avant. Il y a des déséquilibres et il y a des déséquilibres aussi du point de vue de l'étude de cette question. Par exemple, on peut identifier pour l'image des éléments très clairs et très distingués, pour le dire avec des cartes, à savoir les cadres. On peut voir un cadre dans une image du cinéma, les plans,
ce qui passe entre les deux coupures dans les montages et les montages lui-même. On ne peut pas faire la même chose avec les sons. On ne peut pas établir un plan sonore, un cadre sonore, même pas un montage sonore. Quelqu'un peut le rendre, disons, je disais visible, mais non, audible, comme par exemple Godard, parfois il fait des montages sonores dont on sent les coupures, donc on comprend qu'il y a un montage, mais on pourrait tranquillement tricher les spectateurs. Et ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec l'image. Donc, on pourrait dire que les sons au cinéma, ils cherchent sa place, ils cherchent sa position. Et là, je vais un peu vite parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais la scène audiovisuelle est composée par trois zones sonores. Deux zones qui sont acousmatiques. C'est quoi acousmatique? Ça veut dire les sons acousmatiques est un son dont je ne vois pas la source, non, un son dont je m'interroge sur la source. Et ces deux sons acousmatiques sont différenciés. Il y a un son invisible qui est hors champ. Donc, par exemple, si je suis à la gare et je vois je vois un acteur qui attend les trains et j'entends les trains arriver, mais je ne les vois pas. Là, c'est un son acousmatique qui est hors champ parce que c'est diégétique. Et après, il y a un son-off qui n'est pas diégétique. Et bien évidemment, l'exemple le plus clair est celui de la musique. Mais il y a aussi un son qui est visualisé, donc c'est le son qui est dit habituellement in, et c'est toujours un son qui est diégétique. Bien évidemment, les sons peuvent passer de l'un à l'autre. On pense par exemple à quand une chanson est passée dans une radio qui est sur scène, dans les champs, et après cette radio passe hors champ et donc devient un son invisible. Et après, peut-être, on change complètement des scènes, on va ailleurs, mais on garde la musique pour une continuité narrative et alors là, devient même en son off. Et la musique, donc, de cette manière, elle est aussi quelque chose qui excède un peu toutes les temporalités, les espaces du cinéma. Mais je dirais un point qui est très important, qui est mis en évidence par Michel Chion, à savoir un privilège de l'écran dans l'audiovisuel. Je le cite, cependant, à travers ces doubles allers-retours, celui de la perception audiovisuelle que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, l'écran reste le principal support de cette perception. Les sons transformés par l'image qui l'influence se reprojettent finalement sur celle-ci, les produits de leur influence mutuelle. Donc, l'écran reste l'interface, les médiums, lui par des supports. Moi, je parlerais plutôt même de le dispositif d'une telle perception et d'une telle expérience, au-delà de la perception elle-même audiovisuelle. Et c'est quelque chose qui nous aide à étendre cette approche que Chion fait au cinéma aux expériences numériques qui sont basées très souvent sur un écran, soit-il visible ou parfois invisible. Une autre chose très intéressante que Chion met en évidence est le pouvoir que les sons acquièrent dans les cinémas. Et là, je les cite parce qu'il dit les choses très clairement. Il y a toujours dans les sons quelque chose qui nous submerge et nous surprend, quoi que nous fassions. Et qui même et surtout quand nous nous refusons à lui prêter notre attention consciente, donc quand le son est presque inconscient, ça mise dans notre perception et il produit ses effets. La perception consciente peut bien sûr s'exercer véhément à tout soumettre à son contrôle, mais dans la situation culturelle actuelle, le son a plus facilement que l'image les pouvoirs de la saturer et de la court-circuiter. Donc, c'est très intéressant. Le son arrive à court-circuiter notre perception consciente et cela a en effet les conséquences pour le cinéma en sens que le son est plus que l'image un moyen de manipulation affective et sémantique insidieux. Soit que le son nous travaille physiologiquement, bruit de respiration, soit que par la valeur ajoutée, il interprète l'essence de l'image et nous fasse y voir ce que sans lui, nous ne verrions pas ou verrions autrement. Du coup, le son ne va pas être du tout investi et localisé de la même façon que l'image. Voilà, ça c'est un point fondamental pour mon intervention d'aujourd'hui parce que c'est un peu la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette intervention. C'est comme si les sons demeuraient inconscients. C'est pour ça que j'ai utilisé les mots refoulés dans les titres. C'est comme si les sons demeuraient inconscients et donc cet oubli du son, en fait, finit pour lui donner du pouvoir
un pouvoir de manipulation affective et sémantique que Chion définit insidieux. Et donc, il est d'autant plus important d'aller étudier cette dimension parce qu'elle est oubliée, mais en même temps, elle est très puissante et elle travaille dans l'inconscient. Et justement, pour une telle raison, je me demande si, au lieu de parler d'une simple élision du son comme fait Chion, on pourrait parler d'un refoulement, au sens psychanalytique du terme, bien évidemment, donc au sens freudien. C'est quoi les refoulements chez Freud? Je le dirais très vite. Il y a des Allemands parmi nous, donc il vaut mieux ne pas utiliser cette horrible prononciation française. Et, j'esquisse ici très vite l'économie du refoulement. C'est quoi les refoulements? Les refoulements, c'est une sorte de blocage, de censure de certaines pulsions qui sont bloquées à un stade, sont déviées, disons, du système conscient et préconscient à l'inconscient. Et il y a donc une économie du refoulement. Il y a des désinvestissements ou des contre-investissements par rapport au système conscient-préconscient. Et il y a une attraction vers ce qui est refoulé, d'où aussi son pouvoir. Et il y a aussi des processus dans les refoulements freudiens. J'en ai identifié 3 pour simplicité. Il y a un refoulement que Freud appellerait originaire, on traduit en français, mais c'est une traduction qui est assez discutée. On pourrait dire primaire, comme on le dit en italien, ou proto-refoulement, comme suggère de Lacanien. C'est un refoulement, qui est celui du contre-investissement et qui crée l'inconscient. Après, il y a le refoulement secondaire, qui est le refoulement dont on parle d'habitude. Et il y a une troisième partie importante, fondamentale du processus, qui est le retour du refoulé. Donc, ce qui est refoulé continue à travailler dans l'inconscient et revient à un moment donné à se manifester sous forme de symptômes dans le conscient. La finalité du refoulement est la protection de la stabilité du moi, du sujet. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu garder dans ces résumés parce qu'on verra que la question de la subjectivité et de quel type de subjectivité on peut créer dans de telles expériences esthétiques est quelque chose de fondamental pour cette intervention. Donc, il y a cet aspect. Et il y a des effets des refoulements qui sont la création de l'inconscient d'un côté et des névroses. Alors, ce que j'ai cherché à faire en supposant de manière aussi un peu schématique que les sons soient effectivement le refoulé de la culture visuelle et aussi par extension de la culture numérique est d'aller voir d'un côté les expériences sonores de la culture numérique pour comprendre à quel point elles sont refoulées ou elles sont conscientes. Et j'en liste ici quelques-unes. Par exemple, les réseaux sociaux ont introduit il y a quelques années les stories qui ont complètement bouleversé la manière de s'exposer sur les réseaux sociaux. Avant, c'était les langages ou l'image. Et là est arrivée aussi la dimension sonore qui peut être sous forme de voix qui raconte, peut être sous forme de musique, peut être sous forme de voix d'autrui. On pense à TikTok, à toutes les vidéos où les gens font pratiquement du doublage, soit d'une chanson, soit d'un film. Donc là, c'est vraiment un monde tout à explorer. On ne le fera pas aujourd'hui, mais il faut un peu le dire. Il y a les messages vocaux qui sont devenus une manière de communiquer toujours plus importante et toujours plus puissante. Il y a les podcasts ou il y a les réseaux sociaux, disons, sonores comme Clubhouse qui est en train de devenir beaucoup plus populaire. Il y a les video games dans lesquels la dimension sonore est très importante. Il y a toutes les expériences de réalité virtuelle, augmentée et mixte dans lesquelles la dimension sonore est fondamentale, essentielle. Il y a les navigateurs qui nous orientent. Donc, on pense au GPS, on pense à toute forme de navigation qui nous dit quoi faire, nous oriente dans la route, mais aussi de manière plus métaphorique, si on veut. Et donc, il y a de manière plus générale des chatbots, des intelligences artificielles et des interfaces vocales avec lesquelles on se rapporte. Et il y a la musique et cet effet soundtrack qui, si vous voulez, était déjà présent avant avec les Walkman et la possibilité d'avoir toujours la musique dans l'oreille en se déplaçant et en faisant nos choses, mais qui aujourd'hui devient, et on le voit, beaucoup et beaucoup plus important. Et disons, partout, il est là tout le temps.
Donc ça, ce sont un peu les expériences sonores auxquelles j'ai fait référence sans les nommer chaque fois du numérique. Et je pense qu'elle se situe un peu entre le conscient, à savoir, il y a évidemment des choses dont on est conscient désormais, mais qui ne sont pas étudiées, donc restent un peu inconscientes pour les études sur le numérique. Et il y a quand même des aspects de ces expériences que tout le monde connaît très bien, qui restent inconscients un peu pour nous et qui montrent un pouvoir du son qui peut être très fort. Mais il y a aussi des véritables névroses. Les névroses sont celles qui se forment avec les retours du refoulé, explique Freud. Et moi, j'en ai prise trois. Trois névroses qui ont affaire avec les refoulements de la dimension sonore et une interprétation visiocentrique des expériences numériques. La première, j'ai appelé la tentation cartésienne, à savoir la difficulté en restant dans un paradigme visuel qui, même s'il a cherché dans toutes ces années de dépasser une visualité, une visibilité représentative, et s'il a cherché de dépasser la distinction sujet-objet, sujet-monde, sujet-spectacle, spectacle-spectateur, etc., quand même, la dimension visuelle a tendance à rentrer dans ces schémas cartésiens, dans cette logique cartésienne de représentation, des frontalités entre sujet, objet, sujet et monde. Et on a du mal à y sortir. C'est la thèse que Dyson explique dans Sounding New Media. Et donc, ça, c'est une névrose, je trouve, de nos expériences numériques qui sont souvent encore conçues dans des termes représentatifs. À cause de cet héritage, je propose, et visuel. Mais il y a d'autres expériences, une que j'ai appelée d'autres névroses, pardon, une que j'ai appelée la tendance dualiste, qui est évidemment bien connectée à la tentation cartésienne, et donc toute une série de dualismes qui structurent notre expérience numérique, intérieure, extérieure, attention, distraction, médiation, non-médiation. Des exemples, par exemple, je le cite ici, le modèle de Two Wars, le modèle, disons, métaphysique que sous-tend beaucoup d'expériences d'immersion qui a été présentée par Lucci et De Cesaris la dernière fois. Et non, par Alessandro et Antonio. Désolé, c'est justement le visuel qui a un pouvoir sur la parole. Et enfin, il y a aussi une question que, évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute d'une interprétation visiocentrique de l'expérience numérique, mais c'est relié, à mon avis, et a à faire avec une plus large, avec une considération plus large de notre société. Il y a des privilèges, il y a des inégalités, il y a des équilibres sociaux dans notre société qui peuvent être adressés à partir de la sphère sonore, qui peut constituer justement un vocabulaire critique pour faire face à leur complexité. Et c'est un peu la proposition de Dyson dans The Tone of Our Time, Sound, Sense, Economy and Ecology, où le son peut nous aider à aller vers une sensibilité partagée et à partir de là, à proposer une nouvelle communauté. Donc, ça, ce sont trois névroses qu'on devrait chercher à soigner. Comment? En faisant de l'analyse de nos études sur le numérique et en opérant un retour analytique de ce qui a été refoulé. Et c'est ça justement le sens du travail analytique que je propose de faire. Et on verra comment on pourra chercher de proposer des solutions pour soigner ces névroses. Mais d'abord, je vous propose d'aller à une des scènes primaires d'un refoulement originaire, du refoulement primaire freudien, que j'ai justement appelé mythique parce qu'il n'y a rien d'originaire, on le sait bien, et on pourrait trouver 1000 d'autres scènes primaires pour ces refoulements. Mais j'ai choisi les mythes d'Écho et Narcisse
raconté par Ovide, parce qu'il me semble que là, on trouve une fondation et aussi les débuts d'une histoire du refoulement du sonore, mais également, on y trouve les chiasmes entre la vision et lui. Et on trouve les rapports de force, les économies libidinales que relient les sons et la vision. On trouve comment les deux arrivent à constituer non seulement une perception, mais plus significativement des processus d'individuation et donc arrivent à construire de subjectivité. On pourrait dire, tout en sachant la problématicité de ce terme sujet qui renvoie encore à une frontalité, à un dualisme, à une subjectivité cartésienne, justement. Alors, je m'adresse à Econarciste avec cet esprit, mais je vous rappelle, il s'agit évidemment d'une scène primaire mythique, comme toutes les origines. On pourrait en trouver beaucoup d'autres. Il est intéressant, j'irai un peu plus vite que ma présentation parce que le temps passe. Mais il y a ce texte intéressant de Amy Lawrence qui s'appelle Echo and Narcissus, Women's Voices in Classical Hollywood Cinema, qui met en évidence des points intéressants pour notre discours dans les mythes de Echo et Narcisse. D'ailleurs, d'habitude, on l'appelle les mythes de Narcisse, mais dans la version de Ovide, les deux mythes sont racontés ensemble et sont indivisibles. Mais d'habitude, on donne une prédominance à la figure des narcisses et on utilise ces mythes pour décrire le pouvoir de séduction de l'image. Mais si on va analyser les mythes plus en profondeur, on voit que son histoire et les oppositions qui structurent l'histoire racontée par Ovide se basent plutôt sur un entrelac entre vision et son, qui est souvent refoulé, qu'on analyse très peu. Et dès là, Lawrence met aussi en évidence une des morales possibles qu'on tire du mythe. On en a tiré beaucoup, ne pas donner plus d'importance à l'image qu'à soi-même, ne pas s'aimer trop, s'ouvrir aux autres, et ça sont un peu toutes les morales tirées de lectures moralisantes justement de Narcisse. Une est aussi celle de ne pas séparer les opposés, et donc ne pas séparer son et vision, ne pas séparer son et image, parce que sinon on risque de justement faire la fin tragique de Echo et Narcisse. Mais il y a des choses caractéristiques qui relient ce mythe à la scène audiovisuelle. La première, la plus importante, est que ce mythe met en évidence que le plaisir, on peut dire, dans l'expérience cinématographique est dans l'absence. L'expérience cinématographique de la scène audiovisuelle, mais on pourrait dire aussi les expériences numériques de la scène audiovisuelle qu'on est en train d'analyser, sont expériences de reflets et d'écho. Il n'y a rien qui est là, présent, mais le disait à propos du cinéma, on ne voit que des reflets, on n'entend que des échos. Et le disait aussi Derrida à propos du cinéma, mettant en évidence la puissance du fantôme de l'image, mais encore plus fantomatique que l'image serait la voix. Le cinéma est voix pour Derrida. Et alors, il est intéressant de voir comment Ovide lui-même utilise le mot imago, qui a une dimension en latin qui est évidemment, qui fait référence au fantôme, pour parler de la réflexion de Narcisse, et il parle en termes de imago vocis pour décrire les phénomènes sonores de l'écho. Donc voilà cette importance de, je dirais, des simulacres, des fantômes, des choses qui, des traces et pas des identités, pas des modèles, pas de présence pleine. La scène audiovisuelle s'est construite à partir de ce type d'entité. Et c'est quelque chose de, voilà, déjà qui sort d'une logique cartésienne. Mais entre les deux, il y a une hiérarchie d'un côté, et il y a aussi des déséquilibres. Echo souffre plus que Narcisse, l'image est plus séductrice que les sons, et l'hypothèse de Lawrence, c'est qu'un tel déséquilibre soit genré. Et donc, finalement, les femmes et les sons sont alliés, j'ai oublié un T, sont alliés du côté des faibles dans cette histoire. Et donc, moi, je proposerais de lire la chose ainsi. On a d'un côté l'image et Narcisse qui, même contre le mythe lui-même,
sont devenus une sorte d'emblème de ce qui est la subjectivité cartésienne, qui se pose de manière spéculaire, frontale par rapport au monde. Et je le répète, à mon sens, complètement interprétant d'une mauvaise manière le mythe de Narcisse, qui pourrait être interprété d'une autre manière, pas représentative et pas frontale. Et de l'autre côté, il y a d'autres types d'agentivité, d'autres types de subjectivité, si l'on veut, d'autres types de puissance qui sont du côté des faibles, qui sont du côté de l'inconscient, de ce qui a été refoulé, mais qui ont, qui justement, pour ce fait d'être du côté d'inconscient, ont un pouvoir qu'on doit explorer et qu'on peut chercher d'utiliser pour renverser ce privilège de l'image, ces privilèges masculins, ces privilèges plus en général, plus philosophiquement, disons, cartésiens. Donc, c'est ça un peu ma proposition. La lecture de Lawrence s'arrête un peu à dire que la voix est toujours, la voix comprise comme écho dans le cinéma est toujours la voix de quelqu'un d'autre. Et donc, la voix des femmes est toujours une voix qui doit répéter choses dites par des autres. Et c'est aussi un peu ce que Brandon Labelle, qui est un des plus grands spécialistes de Sound Studies, dit à propos de l'agency de Echo, en mettant en évidence comment l'agency de ce qui ne peut répéter peut être quelque chose qui, disons, n'arrive pas vraiment à formuler une agentivité, mais reste du côté de la domination ou au cas où du mimicking, donc d'une imitation, si vous voulez, qui veut, je manque le mot en français, qui peut jouer, mais quand même reste une sorte d'agentivité faible. Et moi, je ne veux pas nier, disons, cette reconstruction factuelle, mais je veux aussi dire que là-dedans, je pense, dans cette agentivité faible, on peut trouver un modèle pour une agentivité qui part du son et un modèle qui, si on récupère la puissance de l'inconscient, peut nous aider à renverser les rapports de force, peut nous aider à justement avoir raison de la subjectivité cartésienne et de la prédominance de l'image et aussi des autres systèmes de dénomination qui sont associés. Alors, très vite, je vais chercher à analyser plus en détail l'écho, parce que si l'écho devient simplement la répétition de quelqu'un, de quelque chose qui a été dit par quelqu'un d'autre, je pense que là, on est vraiment dans une compréhension qui est limitée de l'écho. L'écho a des potentialités beaucoup plus fortes qui sont explorées déjà dans les textes de Ovide et sont des potentialités qui résident dans la dimension technique technologique de l'écho. Comment l'écho matériellement s'est produit. Et dans cet essai de Rosati, Narcisse et Pygmalion, il y a une analyse de la figure des échos qui met en évidence une sorte de technologie d'écho qui m'intéresse beaucoup parce que nous permet de mettre en évidence certaines choses. Et la première chose est que écho devient la personnification du thème du reflet, mais sous forme acoustique. Et si Narcisse se métamorphose dans une image, on rappelle les poèmes dans lesquels les mythes d'Ovide et Narcisse, les poèmes d'Ovide dans lesquels les mythes de Narcisse et Écho est raconté s'appellent les métamorphoses. Si Narcisse représente une métamorphose visuelle, Écho aussi représente une métamorphose qui la réduit à une pure voix, à un son, qui a une matérialité qui n'est que sonore. Et ici, donc, pour les deux, il s'agit du thème de l'illusion et d'une illusion que chez Ovide n'est pas à comprendre comme quelque chose qui nous éloigne de la réalité, mais l'illusion nous conduit au cœur de la réalité. Pourquoi? Parce que la réalité est métamorphose, est transformation, et donc
illusion au sens de technique, de ars prestige, de justement possibilité de transformer à travers des illusions les choses. Et cette technique, on la retrouve aussi au niveau de la forme du poème d'Ovide, qui utilise beaucoup la technique de l'écho, la technique du reflet, et donc de la répétition de certaines paroles ou des syllabes qui résonnent entre elles en donnant un effet justement d'écho. D'ailleurs, il est intéressant de voir cet essai de Colby, The Echo Device in Literature, de 1919. C'est exactement de ce point de vue-là, de echo device, qu'on cherche à se situer en ce moment. Et donc, pour tout cela, on peut dire aussi ajouter un autre caractère de écho, c'est-à-dire l'effet d'être une ouverture radicale à une dimension intersubjective. Mais il y a une chose que je pense est fondamentale à mettre en évidence pour quitter cette scène primaire. On pourrait dire, à travers une autre lecture, par exemple, une lecture merleau-pontienne, si l'on veut, du mythe de Narcisse, que Narcisse est une figure de l'exposition et ce n'est pas un emblème d'une subjectivité représentative et frontale, mais est plutôt la découverte du fait qu'on est, avant encore d'être voyant, on est des êtres visibles, on est exposé. Donc, je suis exposé en tant que visibilité. Mais Eco nous met en évidence une double exposition qui est liée à une double dépossession. Eco est obligé, on le sait, à répéter les mots des autres. De cette manière, c'est comme si Eco était une fonction pour Narcisse pour les faire sentir doublement exposés. Narcisse n'est pas simplement visible, il ne découvre pas son être visible avant encore qu'être voyant, mais il découvre aussi qu'il est audible, qu'on peut l'entendre. Et Eco lui fait, disons, devient une fonction de cette double exposition. Et de cette manière, non seulement Eco nous rappelle que la subjectivité n'est pas originaire, mais qu'elle est toujours dans ses rapports, on pourrait dire, d'exposition et donc des négociations avec l'effet d'être exposé, de négociations entre passivité et activité. Mais là, Eco ouvre une dimension intersubjective, à savoir cette exposition est une exposition qui est aussi aux autres et en se faisant fonction, elle ouvre aussi un geste de médiation. Donc, je pense que là, il s'agit d'un passage assez complexe, mais c'est important pour moi parce que on trouve comme une manière dans les sonores d'être ultérieurement exposé et dans cette exposition fondée non seulement un rapport, si vous voulez, de exposition au monde, mais aussi un rapport avec les autres et une fonction de médiation. Il y a toutes ces choses qui se jouent là, ensemble. Et c'est pourquoi je crois qu'il est essentiel d'intégrer l'exposition visible qui est fondamentale avec ce type d'exposition, sur laquelle d'ailleurs s'interroge aussi Merleau-Ponty, mais il ne me semble pas qu'il le fasse en faisant référence à Eco. Alors, à partir de cette lecture que j'ai faite du refoulement originaire, dans refoulement originaire, j'ai identifié 4 catégories que je vais passer à analyse très, très vite en concluant mon intervention. 4, disons, catégories qui ont à faire avec la matérialité de la dimension sonore et qui ont à faire avec les refoulements d'écho. Pour chercher à développer cette agency, cette sorte de puissance qui demeure du côté du refoulé et justement chercher à, d'un côté, offrir une compréhension différente de nos expériences numériques, mais de l'autre, ce qui est le plus important, à partir de cette réflexion esthétique, traire aussi de conséquences
d'un point de vue d'un processus d'individuation, on pourrait dire, ou d'individuation, si on veut sortir de l'individu en tant que proche du sujet et donc de carte. Donc là, il me semble, on trouve en même temps les possibilités pour penser différemment nos expériences esthétiques, penser différemment la subjectivité ou ce qu'elles deviennent dans ce type de paradigme et aussi penser différemment tout court, penser différemment la philosophie, utiliser les sonores et son pouvoir du refoulé pour faire ces trois choses et donc avoir des effets au niveau philosophique, au niveau phénoménologique, au niveau de subjectivation, d'individuation et bien évidemment alors aussi à un niveau éthique et politique. Donc il y a plein de choses plein d'éléments qui forment une constellation vraiment très intéressante du retour de ce refoulé si on le fait à travers, disons, une analyse et on n'attend pas que cela arrive de manière traumatique. Ces quatre catégories sont la résonance, la répétition, l'excédence et l'immersion. Et je pars de la première, la résonance. Il y a un livre très beau, Reason and Resonation, A History of Modern Orality de Herman, qui cherche à mettre en évidence les rôles de la résonance dans les processus de raisonnement dans la modernité occidentale. On sait que la modernité est souvent associée avec la raison comme un miroir du monde et donc souvent compris selon un paradigme visio-centrique d'un côté ou quand même visio-touché centrique d'un côté en faisant référence à Descartes, à Locke, etc. Mais lui, il dit il y a toute une autre histoire qui est là, qui n'est pas cachée, qui n'est pas en dialectique, mais qui est là en même temps, disons, et qui ne se limite pas au romantisme ou à certains moments de l'histoire occidentale, où l'effet de raisonner est associé au fait de raisonner. Justement, en français, c'est difficile. La resonation est associée au reasoning, à la raison. Et la résonance est associée à la raison. Et alors là, c'est très intéressant de considérer déjà ces processus matériels comme un processus à partir duquel penser, comprendre la raison. Lui, il cite Diderot qui parle du philosophe auquel les idées arrivent comme les cordes d'un violon résonnent entre elles après qu'on a joué la première. Et donc, il y a cette idée, cette image sonore très belle d'un raisonnement qui s'est fait par résonance. Et cette manière de penser à travers la résonance nous permet de sortir de son grand opposé qui est, par contre, l'image, justement, de la pensée en Occident, à savoir la réflexion. Moi, je réfléchis, synonyme de raisonner, et réfléchir veut dire justement spécularité, frontalité. Peut vouloir dire une autre chose, et je suis très d'accord sur ça, mais la plupart des fois a voulu dire cette chose-là. Et donc, raisonner nous permet, d'une certaine manière, de sortir d'une pensée dualiste. Il y a beaucoup de dualisme qu'on peut éviter. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, on peut le faire après si vous voulez, mais on a le premier dualisme qu'on dépasserait à travers la raisonnation, et celui entre social et naturel, et donc nature et culture si vous voulez. Un autre est celui entre signifiant et signifié. On voit très bien comme dans l'expérience de la voix, par exemple, qui n'est pas simplement parole, on peut dépasser ce dualisme. Après, il y a un troisième dualisme qui est celui de médié et non médié. On n'arrive plus dans un paradigme de résonance à faire cette différence. Bien évidemment, il vaut la même chose pour les études visuelles. Et ici, je suis entouré de personnes qui ont fait beaucoup d'efforts pour le mettre en évidence. Donc, ce n'est pas que toutes les études visuelles vont dans cette direction, au contraire, mais penser à partir du sonore nous aide à les faire de manière encore plus simple, peut-être. Ou quand même nous permet d'intégrer cette position et de lui donner force. Un quatrième dualisme est celui entre concentration et distraction. Et là, dans les études, disons, acoustiques, par exemple, l'école de Francfort, on a souvent opposé l'écoute attentionnée à l'effet d'entendre des choses de manière distraite, mais
et Herman se pose de manière très opposée à cette idée et finalement, il dit que tout comme la vue, comme le met par exemple en évidence Query, et le fait d'être, si vous voulez, dressé à voir de manière beaucoup plus précise et à écouter de manière beaucoup plus précise introduit aussi l'espace pour être toujours distrait. Et, dans, et là, il y a un chiasme entre concentration et distraction qui est très intéressant si on veut analyser, par exemple, la question de l'attention, qui est une des questions les plus importantes des expériences numériques. Les faire à partir de la résonance pourrait nous sortir d'un possible dualisme, ce qui, je pense, est important. Et enfin, un cinquième dualisme, intérieur et extérieur. Évidemment, là aussi, on va vers le dépassement de ce dualisme, le dualisme qu'on a vu au début, qui associait la vue à l'extérieur et lui à l'intérieur. Là, on va au-delà de tout ça et on les pense ensemble de manière écologique. Et là, je cite une phrase de Dyson qui est, je pense, parfaite pour conclure ce parcours de la résonance. It's impossible to speak of a sound without endangering the structure of Western thought itself. C'est pour ça qu'il est important de penser dans les termes de résonance. Parce qu'il est impossible de le faire sans mettre en danger la structure de la pensée occidentale, ce qui est un peu ce que je voudrais faire. Et pas que moi, évidemment. Après, il y a un autre élément très important qui est celui de la répétition. Je vais être très vite. Je renvoie ici à Deleuze, à différence et répétition. Faire écho, dans un sens plus matériel, si vous voulez, plus technique, si on enlève au geste de faire écho toutes les symbolisations que la théorie critique lui donnait justement avant, nous permet de trouver d'autres possibilités et d'autres potentialités dans ce geste de faire résonner quelque chose de manière que cela se répète. Quelque chose de plus que simplement la répétition des mots d'autrui. Et là, il s'agit justement de libérer la puissance de la répétition en tant que puissance du simulacre, de puissance du faux. C'est un peu ce que Deleuze se propose de faire. Et je pense que justement, penser en termes sonores au lieu qu'en termes visuels nous aide beaucoup à suivre la proposition de Deleuze. Deleuze parlait de l'éternel retour nietzschéen et il disait qu'il y avait un contenu manifeste qui était l'éternel retour du même et il y avait un contenu latent qui était l'éternel retour des différences. Et en utilisant le concept d'image de la pensée, qui est un autre concept d'illusion élaboré plus ou moins dans cette période-là, je vous propose de penser l'éternel retour dans son contenu manifeste et dans son contenu latent, pas à partir d'une image de la pensée, mais de penser l'éternel retour comme un son de la pensée. De penser à partir d'une expérience sonore, l'éternel retour, et surtout ce contenu latent des éternels retours comme éternel retour des différences. Parce que c'est là justement que la répétition et les différences acquièrent leur puissance. Et c'est cette puissance qu'on cherche à libérer lorsqu'on veut réévaluer la figure d'écho, qui n'est pas simplement quelque chose de soumise qui répète ce que les autres racontent, mais c'est quelque chose qui peut avoir une agency qui juste n'était pas tellement explorée, restée latent, restée inconsciente. Et je vous fais deux exemples pour penser de manière sonore. Le premier est l'effet d'écho ou delay. Ce sont deux effets un peu différents, en effet, si on rentre dans les effets musicaux, mais ils ont une fonction plus ou moins pareille, de répéter un son. Et on peut décider la distance, et on peut décider le volume, et on peut décider la quantité de fois que ce son est répété. Et alors, si vous voyez comment on peut utiliser de manière créative les échos ou les delays, bien évidemment, si on fait tac, on aura tac, tac, tac. Mais déjà, si on fait tac, 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 et on met une répétition, une distance telle que tous ces sons commencent à se superposer et créent quelque chose de complètement différent. Moi, je suis musicien, vous le savez, la plupart des choses que je compose, je les fais à partir, en utilisant l'effet d'écho parce que ça me permet, à partir de une mélodie entre 4 notes, de multiplier les possibilités des mélodies qui arrivent à partir de ça.
Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, explique de manière beaucoup plus forte que métaphore, n'importe quelle métaphore visuelle, l'éternel retour des différences. Et après, une autre chose intéressante, les loupes. Là, vous aurez sans doute tout fait, surtout peut-être dans votre adolescence, l'expérience d'écouter en loop une chanson pour une volonté de catharsis d'une certaine manière, soit pour une expérience, si vous voulez, triste ou heureuse. Et là, bien évidemment, je pense que cette catharsis rend compte d'en devenir dans la répétition qui met en jeu des différences. Mais je vous invite à prendre en considération la performance de Ragnar Kjartansson avec The National, qui est une rock band que j'aime beaucoup, et une performance qui a été faite au MoMA en 2013 qui s'appelait A Lot of Sorrow. Sorrow est une chanson de The National et cet artiste islandais, Kjartansson, a demandé à The National de jouer cette chanson pendant 6 heures en loop devant un public. Et alors là, les retours du même deviennent un retour du différent. Il y a des choses qui échangent, qui s'épuisent et d'autres qui se créent. Et je pense que tout cela nous permet de penser beaucoup mieux. Par exemple, cette image de la pensée qui devient un son de la pensée. Voilà pour ce qui est important à dire à propos de la répétition. Il est vraiment tard, donc je chercherai à dire de manière très vite ces faits-là sur l'excédence, mais vous me dites aussi en m'interrompant parce que je ne vois pas la chat. Ah oui, Gemma m'avait dit 2 minutes il y a 5 minutes. Donc, je le dis très vite parce que c'est une chose qui est beaucoup importante. L'expérience audiovisuelle est une expérience qui comporte toujours une excédence. Et en ce sens, elle est une expérience écranique ou, pour utiliser les mots de Mauro Carbone, archi-écranique, à savoir si l'écran est la surface qui surdétermine l'espace et constitue ainsi une excédence, le son est toujours dans un rapport de surdétermination de l'espace et de l'espace du visible à travers une excédence. On l'a vu au cinéma avec leur chant, avec les voix off, et là, on va bien évidemment les voir dans beaucoup d'autres champs. Donc, cette dimension écranique du son est pour moi quelque chose de fondamental pour penser les expériences médiatiques. Mais cette excédence peut prendre, et là je l'ai dit juste pour donner un sens de, pour terminer ces raisonnements, l'excédence qui peut être justement la voix, qui peut être la musique. Dans le cas de la voix, il s'agit d'une excédence qui donne lieu à un processus d'individuation. Et alors là, il sera intéressant, peut-être une autre fois, peut-être dans les questions, de voir comment la subjectivité peut se produire comme excédence, comme pli, comme écart dans une dimension justement sonore. On a 3 types d'excédence, l'excédence libidinale, l'excédence éthique, pour penser les sujets qui se forment en sujet éthique et en dialogue aussi avec les autres, et une excédence aussi éthico-politique, les très beaux livres de Brandon Labelle, Sonic Agency, dans lesquels il cherche à explorer les potentialités d'une agentivité sonore d'un point de vue aussi éthique et politique. Mais alors, tout cela contribue à créer l'immersion qui n'est pas simplement une expérience esthétique qui caractérise les technologies numériques et la dimension sonore, caractérise les deux, mais l'immersion est plus significativement une expérience ontogénétique d'une subjectivité qui n'est pas cartésienne, qui n'est pas frontale, qui n'est pas séparée, qui n'est pas métaphysique, d'une subjectivité qui est immergée, affectée, et toujours dans une trame de médiation, toujours dans une trame de rapport aux autres, dont une des concepts fondamentaux, si on veut, d'éléments fondamentaux pourrait être la tonalité. La tonalité comme quelque chose qui les thèmes qui regroupent des variations, quelque chose qui, comme disait Merleau-Ponty dans Les visibles et l'invisible, devient un certain nœud dans la trame du simultané et du successif. Et ce nœud qui est la subjectivité, qui n'est plus une subjectivité, est quelque chose d'autre, les soi, si vous voulez, les soi qui se créent à l'intérieur d'une immersion de ce paradigme sonore.